Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette présentation. Voilà, on va passer aux questions. On a pas mal, il y a pas mal de personnes qui voulaient poser des questions. On en a aussi quelques-unes. Je vais commencer par la dernière question qui a été posée parce elle est presque, enfin, elle est presque amusante. Mais bon, Euh, est-ce que c'est un problème d'ingénieur finalement de faire un bilan carbone ou une évolution du métier de comptable? Et derrière ça, la question c'est finalement en quoi c'est l'ingénieur qui doit s'emparer de cette question plutôt que d'autres métiers. Je peux donner ma réponse à ça. Alors déjà, effectivement, c'est intéressant comme question. Sachez que les experts comptables et prochainement les commissaires aux comptes sont également commencent à se former à tout ça. Je dirais que ce qui est caractéristique du comptable, c'est qu'en fait, il comptabilise des choses qui se sont passées. Donc, c'est une espèce de constat après coup. L'ingénieur, il aura un rôle clé à jouer avant, c'est-à-dire notamment au niveau de la conception de produits de quelque dimension que ce soit, hein, que ce soit de la machine à café à l'immeuble, etc. Et donc, c'est bien en amont donc d'intégrer ces questions-là de chiffrage et de quantification très en amont, avant même que le comptable intervienne. Je pense que les deux sont tout à fait complémentaires. Il y en a un qui intervient plutôt après coup et l'autre qui interviendra beaucoup plus en amont de la chaîne. Donc, il faut les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Mais vas-y, Vincent, peut-être que tu. Oui, je sais pas, pour compléter, je dirais effectivement, c'est destiné à des personnes qui aiment les chiffres, donc soit des euros pour le comptable, la vision en euros, conversion euros avec des facteurs d'émission amènera un grand nombre de réponses dans un bilan carbone. Si on se contente de transférer le bilan comptable en émissions de gaz à effet de serre, on aura une photographie relativement fidèle des émissions. L'ingénieur, il pourra aller un peu plus loin sur des aspects techniques où on ne va plus compter forcément des euros, mais des flux physiques et puis des choses un peu plus matérielles. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette Bah, question. juste un complément également, parce que dans l'approche bilan carbone, c'est vrai que j'ai pas tout déroulé, mais on a effectivement cette phase entre guillemets, de comptabilisation qui permet d'avoir un état des lieux. L'objectif étant en se basant sur des flux physiques, d'avoir des résultats qui soient les plus précis possibles, bien qu'il y a ce genre d'exercice, par définition, n'est absolument pas comment dire, n'est pas une exactitude absolue, loin de là. Mais ça, ensuite, doivent en découler derrière des réflexions, d'une part, dans un premier temps, des réflexions d'identification de pistes d'action de réduction face à tout ce qui aura été constaté, et par la suite, donc, le suivi et la mise en œuvre de ces actions. Or, cet aspect-là, une dimension généralement beaucoup plus organisationnelle et ou technique, dans lequel un expert comptable ne pourra pas entrer, quoi. Donc, c'est là aussi où il y a vraiment une réelle valeur ajoutée de la part de quelqu'un qui a une casquette plus, entre guillemets. Très clair, merci. Notre question par rapport à l'application de ces bilans carbone dans, on va dire, dans l'économie, on constate que les bilans carbone sont finalement peu déployés par rapport à ce qu'il faudrait faire ou par rapport même à la loi. Est-ce que vous avez des explications par rapport à ça? Quel est le degré de contrainte? Est-ce qu'il y a des amendes? Est-ce qu'elles sont suffisamment élevées? Est-ce qu'il y a des contrôles? Et il y a aussi la question euh, du scope également. Est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au scope 2, scope 3 et où est-ce qu'on s'arrête en termes de scope 3? Est-ce qu'on va jusqu'à quel rang de fournisseur doit-on aller? Est-ce que c'est vérifié? Enfin, c'est des questions liées aussi à la mondialisation, ça. Beaucoup de questions là. Alors, pour ce qui est du bilan réglementaire, à ce jour, ça doit évoluer prochainement, mais pour l'instant, il n'y a pas encore les décrets qui sont sortis, etc. Mais il y a des choses qui existent déjà. Donc, concernant pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, il y a effectivement au moins deux raisons à ça. C'est que d'une part, jusqu'à un passé récent, il n'y avait quasiment pas de sanctions de ceux qui ne le faisaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conséquences de ne pas le faire. Ça, c'était au tout début. Hein, le démarrage, c'était en 2012. Il y avait une obligation qui portait justement sur différentes organisations, mais ceux qui étaient concernés, qui ne le faisaient pas, ne risquaient rien d'autre qu'un courrier du préfet disant c'est pas bien, il faudra essayer de faire ça la prochaine fois. C'est pas très très contraignant. En 2015, à partir de 2015, il y a eu l'instauration d'une amende d'un montant absolument exorbitant de 1 500 euros.
qui, quand même, je le précise toujours parce que je crois que j'ai vu passer une remarque ou une question à ce sujet qui disait que ça coûte moins cher que de faire le bilan lui-même. En l'occurrence, l'amende n'est pas libératoire. C'est-à-dire que ça n'exonère pas, il ne suffit pas de payer l'amende pour se débarrasser du problème. Donc, mais ça reste absolument pas contraignant ni dissuasif. Et ça, maintenant, depuis un an, cette amende a quand même été nettement revue à la hausse, parce qu'elle est, enfin nettement, si je peux dire, bien que ça reste encore assez peu significatif, elle est passée à 10 000 € et à 20 000 en cas de récidive. Juste pour vous donner un petit comparatif, justement, parce que j'aime bien prendre cet exemple-là, il existe une réglementation, une directive qui est une directive européenne qui oblige les entreprises et PME de plus de 250 employés de faire un diagnostic énergétique tous les 4 ans. Et donc, c'est une obligation. Alors, ça porte uniquement sur l'énergie au sein de l'organisation, etc. Donc, c'est beaucoup plus restreint en termes de périmètre que ce que l'on fait dans un bilan carbone. C'est complémentaire, mais c'est excessivement beaucoup plus restreint. Mais simplement d'un point de vue, je dirais, contrainte, ceux qui ne font pas leur diagnostic énergétique s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Et là, bizarrement, on a un taux de réalisation qui, à mon avis, enfin, je ne l'ai pas, mais qui est de 99, quelque chose %. Alors que pour le bilan geste réglementaire, je crois qu'on se traîne à un gros tiers de ceux qui, enfin, à peu près un tiers, 2 tiers, ou peut-être 40% des qui l'ont fait et 60% qui ne l'ont pas fait. Sachant qu'il n'y a pas de. À la question, est-ce qu'il y a des contrôles derrière? Non. C'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de vérification ni de contrôle. Les périmètres obligatoires, c'est ce qu'on appelle communément scope 1 et 2. Le scope 3, chacun fait son marché, on le fait pas, puis si on le fait, on choisit ce qu'on va mettre dedans, qu'on va faire. Donc, c'est encore quelque chose de, entre guillemets, qui a le mérite d'exister. Je n'ai pas connaissance d'équivalent, de réglementation équivalente ailleurs dans le monde. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut souligner. Pour autant, c'est encore très souple vis-à-vis de ceux qui ont à le faire. Voilà, c'est un peu. En fait, Vincent, tu as sans doute d'autres points à rajouter. Je compléterai en disant qu'effectivement, il n'y a pas de contrôle. Donc, si vous ne le faites pas, personne ne vous dira rien. À la limite, même l'amende de 10 000 €, je pense que vous recevrez 3 courriers avant qu'elle vous soit appliquée. Et généralement, quand un responsable d'entreprise reçoit un courrier de l'Adréal ou du préfet lui disant qu'il n'a pas fait son bilan gaz à effet de serre, il le fait parce qu'il a reçu le courrier, mais pas c'est pas la peur de l'amende qui fait agir. Quand on fait aujourd'hui, quand on a des entreprises qui nous contactent pour faire un bilan GES réglementaire, très souvent, alors il y a l'aspect réglementaire, mais il y a aussi le fait que les concurrents l'ont fait, que le grand compte demande si ça a été fait. Donc il y a aussi cet aspect partie prenante extérieure qui joue un rôle dans l'enclenchement de la démarche. Petit point aussi sur François en a parlé, la réglementation va évoluer. Alors, les dernières infos de l'ADEME sont a priori la future obligation réglementaire entrerait en vigueur en juillet 2022. C'est les derniers échos que j'ai eus. Et elle sera un petit peu plus contraignante pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises vont plus ou moins avoir l'obligation de faire le scope 3, de faire le scope 1, 2, 3, mais bon, c'est les PME de moins de. Enfin, toutes les entreprises qui ne seront pas soumises à déclaration de performance extra-financière, on va rester peu ou prou dans le système actuel. Voilà, je crois que je ne sais plus. Il y avait beaucoup de choses dans la question, mais. Oui, je crois qu'il y avait la question en termes de il me semble, parce que je vois en même temps les questions qui sont posées, qu'est-ce qu'on prend, jusqu'où on remonte en amont et en aval. Effectivement, alors pour ce qui est de l'amont, je dirais, c'est relativement simple au sens où sur quoi il faut s'appuyer, c'est sur justement la valeur du facteur d'émission. Or, un facteur d'émission va en fait être le reflet des émissions pour un produit quel qu'il soit et de toute la chaîne, de toute l'enchaînement des intervenants précédents jusqu'à un certain point. Donc, on n'a pas besoin de remonter jusqu'au début du début. Cette valeur l'intègre déjà. Donc, alors, c'est ce qui ne veut pas dire qu'on a les facteurs d'émission sur tout et n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui manquent dans pas mal de situations. Mais c'est le principe. Et petit complément également, sur ce que vous trouvez sur la plateforme de l'ADEME, vous allez trouver des entreprises qui ont déclaré des bilans scope 1 et 2.
Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont fait que les scopes 1 et 2. Peut-être qu'elles ont fait scope 1, 2, 3, mais elles n'ont rendu visible que le scope 1 et 2. Donc, parce que quand vous engagez une démarche pour calculer vos émissions, bon nombre d'entreprises en profitent pour faire un état complet de leurs émissions et pas uniquement s'astreindre à la réglementation qui est mobilisée d'énergie finalement pour pas grand-chose, parce que l'intérêt de faire un bilan scope 1 et 2 est très, très limité. Et pour compléter la question, là, vous parlez d'entreprises qui font leur bilan carbone réglementaire. Est-ce que vous avez une idée du taux de transformation, c'est-à-dire des entreprises qui, après ça, mettent en place des actions pour le réduire? Est-ce qu'elles se contentent de faire, voilà, au moment où je vais faire un bilan carbone, je le fais, point barre, ou après, derrière, ça les incite à mettre en place des actions pour réduire leur bilan carbone? C'est difficile de savoir parce que généralement, quand nos missions s'arrêtent à la réflexion sur le plan d'action, donc on donne nos préconisations, on a réfléchi ensemble, on a fait des ateliers d'intelligence collective, si vous voulez, pour réfléchir comment réduire les émissions. Après, ce qu'il en est de l'application et de la mise en œuvre, ça dépend vraiment des entreprises. Si elles y trouvent un intérêt économique, commercial, il y a de fortes chances que ce soit mis en œuvre. Après, si l'intérêt il est plus sur la seule baisse des émissions, c'est plus compliqué. Mais il y a de tout. Je ne sais pas, François, si tu as une vision. Non, là-dessus, pas plus. Et là aussi, la réglementation est quand même très souple, étant donné qu'il y a une demande, dans l'exigence, c'est qu'il faut à la fois la partie calcul, donc le scope 1, 2 et voire le scope 3, et de mentionner, de faire état de pistes d'action de réduction. Pour autant, voilà, l'entreprise qui fait les choses correctement, elle communique là-dessus, ses résultats, et puis elle va mentionner, voilà, je vais mettre en place l'action 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que quand elle est censée faire sa mise à jour, c'est-à-dire pour les entreprises 4 ans après, si elle n'a strictement rien fait des actions 1, 2, 3, 4, 5 qu'elle avait évoquées la fois d'avant, il ne se passera rien. En fait. Elle a juste dit, je vais faire ça, après elle le fait, elle ne le fait pas, il n'y a pas de conséquences. Donc c'est en ce sens que ça reste encore plus quelque chose d'incitatif que de coercitif. Très bien, merci. Une petite question. Dans le cadre de notre projet, on va chercher à favoriser évidemment l'enseignement des principes de l'économie circulaire. Et évidemment, on espère et on pense que les entreprises vont suivre derrière. Et si je posais une question un peu plus précise par rapport à l'un des piliers de l'économie circulaire, qui est l'écologie industrielle, qui consiste donc à ce qu'une entreprise utilise ses extrants, ses déchets, l'énergie perdue pour pouvoir le fournir à une autre dans un principe de circularité. Et donc, pour l'autre entreprise, ça peut être un intrant. Est-ce que finalement, dans la comptabilité des gaz à effet de serre, il n'y a aucun problème par rapport à ces nouvelles méthodes de conception et d'industrie? Ou est-ce que le bilan carbone finalement va permettre de favoriser ces méthodes-là, ou au contraire, il va falloir adapter la méthode si on a des fuites, des déperditions pendant les transferts, ce genre de choses? Vas-y, François, je te laisse. Ouais, la méthode permettra de le faire dans ce genre de logique. Après, restera posée la question de certains facteurs d'émission sur lesquels il faudra probablement affiner justement finalement ce qui devient, parce que c'est vrai que la notion de déchet, mais qui sert de matière première au maillon suivant, ce qui veut dire que pour le maillon précédent, pour moi, ce n'est pas un déchet, c'est potentiellement un sous-produit. Moi, je mettrais dans la catégorie déchet ce qui va vraiment finir, je ne sais pas moi, quelque part, même dans un incinérateur ou enfoui quelque part. Donc, après, la question qui va se poser, c'est effectivement, finalement, du facteur d'émission qu'on va attribuer à ça. Et surtout, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la méthode bilan carbone permet de faire une photographie à un moment donné de ce qui s'est passé. Et dans ce type d'approche d'économie circulaire, ou tout du moins d'écologie industrielle, de circularité comme ça, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre en avant, de valoriser finalement qu'est-ce que ça permet. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec le bilan carbone, en faisant finalement deux calculs. C'est le calcul tel qu'il est fait, et puis le calcul si il y a une espèce de scénario alternatif,
Si l'entreprise, voilà, j'ai l'entreprise A qui fournit des sous-produits de l'entreprise B, si l'entreprise B n'avait pas pris les sous-produits de l'entreprise A, mais qu'elle s'était fournie en matériaux neufs, qu'est-ce que ça aurait donné comme total d'émissions versus ce que ça donne ici. Et le différentiel va permettre de dire, bah, tiens, c'est effectivement l'approche circulaire est plus intéressante, à la fois à ce moment-là, mais je dirais même plus largement sur potentiellement, enfin, comment dire, j'allais dire sur le cycle de vie complet. Et donc, il faut toujours utiliser l'approche bilan carbone, même plus largement, enfin, le calcul d'émissions de gaz à effet de serre, tel qu'on le fait, encore une fois, on le fait par rapport à une situation donnée à un instant T. Si on veut mettre en avant, mettre en lumière l'avantage de telle ou telle approche, de tel ou tel choix, telle orientation, etc., il faudra toujours le faire par rapport entre la situation avec la mise en œuvre de l'action ou la situation sans la mise en œuvre de l'action et la différence entre les deux. C'est toujours comme ça qu'il faudra procéder. C'est d'ailleurs un des objets, quand je vous évoquais tout à l'heure les outils de la méthode bilan carbone, donc celui qui s'appelle le comparateur, c'est clairement dans cette optique-là aussi, c'est de faire finalement deux bilans, un réel et un fictif ou un théorique, et puis on fait la comparaison et on voit si on gagne ou si on perd. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on a souvent des surprises, c'est-à-dire qu'on va penser gagner et on ne gagne pas forcément, et puis pas forcément là où on pense, etc. Rien n'est binaire, il n'y a pas des choses qui sont, c'est nécessairement bon ou pas, donc mais on peut tout à fait le faire, effectivement, en utilisant les outils bilan carbone. Compléter, en fait, quand on est dans l'économie circulaire, on peut se rapprocher un petit peu des méthodes d'ACV, d'analyse de cycle de vie, qui sont un peu plus précises que la méthode de bilan carbone, puisque dans une ACV, on est beaucoup plus pointu dans le calcul des émissions, puisqu'on est sur un produit, donc on compte vraiment très finement les émissions de gaz à effet de serre et d'autres. Et donc, les ACV, ils ont des méthodes d'allocation des émissions en fonction des produits, des coproduits. Donc, différentes méthodes d'allocation en disant, bah, je produis de l'acier et puis j'ai un résidu qui reste, une fois que j'ai produit mon acier, qui est du laitier de haut fourneau. Est-ce que c'est un déchet ou pas? Si c'est un déchet, je considère que c'est zéro émission parce que j'affecte toutes les émissions de gaz à effet de serre de la production d'acier à l'acier. Si ça devient un coproduit, ce laitier, parce qu'on veut faire du ciment bas carbone et que c'est un sujet à la mode, c'est un sujet majeur et que voilà, tout le monde s'arrache ce laitier parce que c'est devenu un produit phare pour faire du béton, du ciment bas carbone, bah, mon laitier n'est plus un déchet. Auquel cas, bah, moi, aciériste, j'aurais tout envie de dire bah, j'affecte une partie de mes émissions à l'acier et une partie au laitier de haut fourneau que je vais revendre par ailleurs. Et du coup, c'est un coproduit. Et voilà, donc il y a des notions comme ça dans l'analyse de cycle de vie qui permettent de faire des allocations massiques ou des allocations économiques ou un mix des deux, mais il y a des méthodes pour faire ça. Ouais, ouais. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais… Si on passe un peu à l'enseignement, là, si je prends votre slide, bon, a priori, vous avez des expériences de formation entre Bac plus 2 et Bac plus 5. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur c'est quoi la meilleure année pour le faire? Est-ce qu'il faut des étudiants plutôt en fin de cursus qui ont un peu de bouteille? Est-ce qu'on peut le mettre en place dès le début du cursus? Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire bénéficier un peu de votre expérience là-dessus? Alors, c'est vrai que pour la grande majorité, ce sont comment dire, c'est intégré dans des années en fin de cursus. C'est-à-dire, c'est effectivement soit si on est dans des IUT en dernière année, soit en Bac plus 5, en master, master 2, etc. Après, je dirais qu'il n'y a pas forcément de… Ça peut être intégré avant. Le seul petit détail pratique, entre guillemets, c'est que, effectivement, pour les étudiants qui sont plutôt en fin de cursus, l'histoire de la licence peut tout de suite derrière être utilisée dans le cadre d'un recrutement, encore une fois, pour ceux qui souhaitent poursuivre et consolider sur cette voie. Majoritairement, c'est ce qu'on a, c'est des fins de cursus, c'est soit du Bac plus 5, c'est encore une fois pour les écoles, voilà. Et on a deux universités pour des IUT, donc c'est un Bac plus 2. Donc c'est plutôt fin de cursus que c'est mis en place. D'accord. Et en termes d'ingénierie pédagogique, parce que bon, c'est des méthodes
il faut les appliquer. Hein, c'est pas du livre. Donc, ça s'applique à quoi? À des projets, à des stages Là, oui. C'est quoi le champ d'études? Là, il y a deux cas. Il y a soit, ça peut être au début, que ceux qui ont commencé à mettre en place ce dispositif ont en fait utilisé ça pour faire le bilan carbone de leur établissement à l'aide des étudiants. Donc, ça faisait un cas d'école facile, entre guillemets, parce qu'ils avaient tout la main. Mais par la suite, effectivement, c'est dans le cadre de stage, il y a eu qu'ont à faire les étudiants, notamment quand ils sont en fin de cursus, ils ont leur stage de 6 mois et quelques-uns. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous voudront poursuivre là-dedans, mais ceux qui le souhaitent peuvent très bien faire, justement, dans le cadre d'un stage, pour une mise en pratique. C'est clairement ça. Pour compléter là, un petit peu ce que vient de dire François, moi, sur l'aspect, alors moi, j'ai fait des sensibilisations à l'ESI de Reims, à la méthode bilan carbone. Alors, je ne leur donne pas le tableur, je ne leur donne pas la méthode bilan carbone, c'est plus générique, c'est le bilan gaz à effet de serre, comment on compte les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a quelque chose, moi, qui me frappe, entre guillemets, c'est que le cours très général, ils écoutent sagement. Par contre, dès qu'on passe aux télé, dès qu'il faut rentrer des chiffres dans Excel, faire des petits calculs, alors ça, c'est un sujet qui débote et ils iraient au-delà de la formation que je leur dispense. Donc, il y a un vrai attrait, je pense, des ingénieurs sur ces notions parce que c'est des chiffres, parce que c'est des quantités d'énergie, parce qu'on ressort avec des histogrammes et que tout ça, ça leur plaît. Généralement, ça leur plaît, quoi. Et vous avez évoqué tout à l'heure la formation des enseignants. Là, comment ça fonctionne? Vous avez des formations chez vous pour les enseignants? Vous venez dans les établissements les accompagner? Les deux sont possibles? Alors, les deux sont possibles, sachant que le format a un peu évolué, ce qui fait que ça, enfin, même sensiblement évolué, ce qui fait que ça a également changé un petit peu le rôle de l'enseignant au sein des établissements. À savoir que quand j'évoquais la formation des enseignants au tout début du temps de l'ADEME, c'était effectivement, c'était un module c'était 3 jours, je crois, au cours duquel on abordait la totalité, à la fois les aspects méthodologiques et de manipulation des outils, donc explication et manipulation d'outils, pour qu'ensuite les enseignants puissent se l'approprier et en faire part après à leurs étudiants. Depuis, ce format a évolué dans un sens où, c'est pas que du tout pour les établissements d'enseignement, mais c'est également vrai pour tout ce qui est formation continue, à savoir que le premier module, parce que la formation bilan carbone est dispensée en 2 modules, un module d'initiation puis un module plus avancé. Et en fait, ce premier module, tout ce qui est explication des principes méthodologiques ainsi que explication du fonctionnement des outils de calcul, tout ça se fait dans un parcours e-learning qui représente environ, je dirais, c'est une quinzaine d'heures, ça dépend un peu des personnes, mais c'est, on va dire, entre 15 et 20 heures. Mais à son rythme, il faut surtout, il y a beaucoup de contenu, donc il ne faut surtout pas faire tout ça d'un bloc, parce que sinon on est submergé. Et ensuite, il y a finalement, et c'est ce que font certains établissements, c'est-à-dire qu'il y a une journée au cours de laquelle le prof va plutôt être là pour, via un déroulé pédagogique qui a pour vocation de permettre de consolider ce qui aura été vu en e-learning. Donc, si vous voulez, le prof, il n'a pas lui-même à tout maîtriser l'aspect technique, parce que c'est quelque chose qui a été déjà normalement vu par les étudiants, mais plutôt à la fois d'être là pour contribuer à consolider, voire à imaginer un exercice spécifique, quel qu'il soit. Après, je dirais que c'est assez souple pour les enseignants de l'adapter un petit peu comme ils l'entendent. Ce qui veut dire que là, en pratique, ce qui se passe, c'est que j'ai le cas prochainement, mais c'est que quelqu'un un enseignant qui veut ensuite dispenser la formation, ce que l'on demande, c'est que déjà lui-même fasse ce premier module de formation, pour qu'il voit de quoi il s'agit, qu'il soit lui-même un minimum formé sur la question. Et ensuite, je passe avec lui ou eux, ça dépend s'ils sont plusieurs, en gros, à peu près une demi-journée pour aborder l'aspect plus déroulé pédagogique, voir un petit peu les spécificités de comment ça peut se faire dans le cadre justement
avec des étudiants. Donc, alors, ça se fait soit à distance, ça peut se faire sur place, le cas échéant. On a eu, voilà, ça marche essentiellement comme ça, de temps à autre. C'était quand on a eu Centrale Marseille qui a souhaité que ça soit un des formateurs de l'IFC qui assure la formation auprès des étudiants. Bon, parce qu'il n'y avait pas un enseignant qui se sentait d'attaque suffisamment à l'aise pour faire ça. Donc, mais ça reste une exception parmi la règle. Donc, ça marche comme ça. Et par rapport à ça, bon, le groupe INSA, on est quelques milliers d'enseignants. On se dit, dans la réflexion actuelle, que si on met en place ces aspects bilan carbone, ça vaut le coup que les étudiants le voient plusieurs fois, donc que plusieurs enseignants l'utilisent en TP, en projet, etc. Donc, est-ce qu'il est envisageable que l'on forme des enseignants chez vous et qu'ensuite ces enseignants deviennent formateurs pour les autres enseignants dans nos écoles? Est-ce que ça, c'est des pratiques qui existent et qu'on peut mettre en place? Tout à fait, oui. D'accord. Oui, là-dessus, pas de problème. Si vous voulez, l'esprit de tout ça, c'est il faut amorcer le truc, mais après, l'objectif, comme je l'évoquais tout à l'heure, je me fais un peu le porte-parole de l'ABC, moi je ne suis pas de l'ABC, mais l'objectif, c'est que ça puisse se diffuser le plus largement possible. Et pour ça, les enseignants sont bien mieux placés pour justement que ça diffuse un peu partout. Donc, tout à fait, c'est faisable. Merci beaucoup. Damien, je te ramène pour la suivante. Oui, merci, merci pour ces questions sur la formation. Là, on va passer peut-être à une question un peu particulière, si vous avez un avis dessus. On entend beaucoup parler de neutralité carbone. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à retenir dans cette notion? On entend aussi dire qu'il y a du greenwashing derrière tout ça, mais en même temps, on sait qu'il faut atteindre cette fameuse neutralité carbone. En gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, si c'est bien au cœur de votre expertise? Et finalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce que ça peut constituer un objectif souhaitable pour une structure ou pour un produit? Je ne pourrais que vous conseiller de reprendre, à la limite, je ne sais pas si vous pourrez la diffuser aux participants, mais l'ADEME a fait une petite note à ce sujet il y a 6 mois à peu près, c'était je crois au mois de mars ou avril dernier, pour bien repréciser de quoi on parle. En substance, la neutralité, c'est quelque chose qui ne peut s'envisager qu'à l'échelle au moins d'un pays. C'est comme le disait Vincent tout à l'heure, par rapport à justement la SNBC, objectif, c'est que les émissions nationales au niveau français atteignent 80 millions de tonnes, qui équivaut grosso modo à la capacité des espaces naturels sur une année, leur capacité d'absorption. Donc, si on en met 80 millions, mais que nos sols, nos forêts, etc., peuvent en capter 80 millions, ça fait un équilibre. Donc ça, c'est à l'échelle d'un pays. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Par contre, à l'échelle d'une organisation ou d'un produit, là, c'est là où, oui, c'est du greenwashing. C'est-à-dire que se revendiquer, présenter un produit qui est étiqueté neutre en carbone, c'est quelque chose qui, je pense, doit faire l'objet d'une réglementation, j'espère, parce qu'à cette échelle-là, ce n'est pas possible. Ce qui peut être possible, c'est de dire que l'entreprise contribue à l'objectif de neutralité carbone de la France, par exemple, ou de l'Europe, ou je ne sais pas quoi, à son échelle. Elle met en place des actions pour contribuer à, mais elle-même ne sera jamais neutre en carbone. Nous, son produit, d'ailleurs. Oui, je rajouterai pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'il y a une Net Zero Initiative, une initiative aussi qui permet, enfin vous avez des documents fournis par je ne sais pas si c'est une association, qui donne, comme l'ADEME, qui fixe un peu les idées sur qu'est-ce qu'on entend quand on parle de neutralité, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'émissions compensées, d'émissions évitées. Donc, c'est des notions pas faciles à appréhender. Et donc, le plus simple, comme le dit François, c'est d'aller voir le guide de l'ADEME pour bien fixer les idées sur de quoi on parle finalement quand on parle de neutralité, d'émissions évitées. C'est une note d'une quinzaine de pages, hein, pas plus. C'est très, très court. Hein. C'est très, très clair et très simple. Merci beaucoup, c'est clair. Une petite question de la part de Sarah. Est-ce qu'il y a une méthode qui nous permet de faire l'estimation d'un bilan de gaz à effet de serre en intégrant un intervalle de confiance ou une barre d'erreur? Question pratique. Oui, la méthode bilan carbone. À savoir que dans le bilan carbone, vous avez cette notion, on a une notion qui est clairement mentionnée, qui est la notion d'incertitude. Et
l'incertitude qui a deux casquettes. C'est l'incertitude du facteur d'émission, c'est-à-dire que la valeur que l'on a justement dans ce coefficient, elle n'est pas exacte du tout à 100%. Donc, selon les sujets, il y a une incertitude de 5% jusqu'à 30-40%. Et au-delà de ça, vient se greffer en plus, comme on disait, il faut des données d'activité. Est-ce que les données que l'on va utiliser sont elles-mêmes très précises ou en partie estimées ou approchées, etc. Donc, il y a une incertitude de la donnée elle-même. Ce qui fait qu'au final, ça nous donne un résultat avec une incertitude qui nous donne justement un intervalle de confiance de plus ou moins X. Évidemment, l'objectif, c'est de le réduire le plus possible, et d'éviter surtout d'avoir des incertitudes de 90%. Mais là, pour le coup, on pourrait effectivement mentionner parmi les spécificités du bilan carbone qui a toujours joué la carte de la transparence à ce niveau-là, ce qui n'est pas forcément le cas des autres, notamment du GAG. Le bilan carbone, donc, on peut tracer cette incertitude. Et puis, ça permet souvent, quand je fais des formations, on me dit, mais les ratios monétaires, on utilise des fois des ratios monétaires ou des facteurs d'émission qui ont une très grosse incertitude. Ben, ça peut être une première approche. Je fais mon bilan carbone avec ces ratios monétaires, avec cette donnée qui est un peu bancale, dont je ne sais pas réellement si elle correspond à mon activité à moi ou pas. Et puis, une fois que j'ai mon profil carbone, et si je m'aperçois que ce flux-là est un flux dominant dans mes émissions de gaz à effet de serre, ben là, pour le coup, je ne vais pas me contenter d'utiliser le ratio monétaire ou mon facteur d'émission avec beaucoup d'incertitudes. Je vais essayer de creuser et d'aller trouver quelque chose de plus précis. Mais dans une première approche, on peut se contenter d'avoir une grosse incertitude sur certains postes parce que c'est trop compliqué d'avoir les données ou parce que le facteur d'émission est mal, a une grosse incertitude. Et dans une deuxième partie, on peut se dire, ce flux-là, il est important pour mon activité. Du coup, je vais aller plus loin et je ne vais pas me contenter de ce facteur d'émission. Voilà. Très bien. Ensuite, une petite question pratique. Finalement, est-ce qu'il y a un endroit, par exemple sur Internet, où on pourrait trouver en libre accès des exemples concrets de bilan carbone, mais aussi et surtout de démarches SMGES ou ACT pour pouvoir s'en inspirer, bien comprendre? Non. La méthode ACT, vous avez un site qui est dédié. Oui. Pour ACT, oui. Pour ACT, il y a peut-être quelques exemples, mais pour les deux autres, non. Non, après, par contre, en cherchant sur Internet, vous avez beaucoup d'entreprises qui publient leur bilan, enfin, vous allez trouver des choses. Ouais. Il n'y a pas un endroit en particulier. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que quand ceux qui font faire un bilan carbone complet, donc sur la totalité des postes, derrière, ça donne quand même accès à des informations et des données qui peuvent avoir un côté assez confidentiel. Et donc, les entreprises ne sont pas toujours très partantes pour communiquer là-dessus. Donc, c'est un peu ce que disait Vincent. Et il y en a qui sont obligés, qui sont contraints, qui sont concernés par l'obligation réglementaire. Ils ne mettent sur le site de l'ADEME que le scope 1 et 2, qui est en gros 10% du total. Et par contre, le scope 3, ils se le gardent pour eux parce qu'il y a aussi potentiellement une exposition vis-à-vis de leurs concurrents. Donc, c'est pour ça que c'est très, très compliqué de trouver quelque chose, un tant soit peu détaillé là-dessus. Et encore plus pour le SMGES qui est du management d'entreprise. Là, c'est plus compliqué de savoir ce que font les entreprises quand elles utilisent cette méthode-là. ACT, où il y a des publications parce que c'est par secteur d'activité, c'est une méthode que promeut l'ADEME actuellement. Et potentiellement, on peut trouver des choses. Alors, vous ne trouverez pas les chiffres et les calculs précis des entreprises, mais vous trouverez des résultats, l'analyse d'une méthode ACT d'une entreprise, vous trouverez quelques éléments. Ok, merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au logiciel Bilan Carbone Plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment sur la licence ou la manière de se procurer ce logiciel? Alors, la licence, c'est la même que pour le tableur. À savoir que ça reste sur le même principe, c'est-à-dire que la licence est attribuée à la personne morale, ce qui fait que, alors là, c'est l'ABC qui gère ce dispositif-là. Donc, alors, il y a différents cas de figure, ça dépend de la taille de l'organisation en termes de tarifs, pour être tout à fait concret. C'est quelque chose c'est en fonction, notamment pour les entreprises, c'est en fonction de leur importance, du chiffre d'affaires.
La fourchette étant pour les plus petites qui font moins de 200 000 € de chiffre d'affaires, c'est 300 €, et pour les plus grosses qui sont plus de 800 millions, donc vous voyez que la fourchette est large, ça fait 3 000, je crois 3 500. Mais après, une fois, ça c'est la licence globale. Et aujourd'hui, et je pense que ça continuera à être comme ça, soit vous prenez les tableurs, soit vous prenez le logiciel BC+, soit vous prenez les deux. Enfin, il n'y a pas d'autres contraintes particulières, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que j'ai cru voir d'autres questions sur le BC+, mais je ne sais plus. Donc, peut-être que vous avez, parce que là, je ne les vois plus, peut-être que vous avez considéré qu'on avait répondu. Voilà, donc consultant, c'est ça. Oui. Sur ces tableurs, donc on fait le bilan GES, on a notre bilan carbone. Est-ce que le tableur, à la fin, il suggère des petites améliorations ou des approches d'économie d'énergie, ou est-ce que c'est vous qui, en tant que consultant, accompagnez les entreprises par rapport à ça? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Le tableur, il ne fait que des calculs. Et même le logiciel. Alors, le logiciel va progressivement intégrer des suggestions de pistes d'action, ce qui n'est pas le cas du tableur. Mais pour l'instant, la valeur ajoutée à ce niveau-là, c'est justement le consultant qui va, justement, en fonction de ses compétences, etc., va apporter une valeur ajoutée là-dessus. Ce n'est pas l'outil c'est pas du tout presse-bouton, en l'occurrence. Oui, dans une mission de bilan carbone, en fait, vous avez la partie calcul, mais ça va au-delà. Si on revendique d'avoir fait un bilan carbone, on doit avoir fait défini son périmètre, calculer ses émissions, mais on doit également avoir travaillé sur le plan d'action. Donc, l'entreprise peut le faire en interne, mais elle peut se faire accompagner de quelqu'un d'un consultant qui va organiser ça, qui va piloter un petit peu cette réflexion collective. Donc, il y a le plan d'action et puis il y a aussi la remise d'un rapport, etc. Mais la méthode bilan carbone va au-delà du calcul. Elle doit aller jusqu'à la définition d'un plan d'action ou des grandes lignes, du moins, d'un plan d'action. D'accord. Une question de Sarah à propos d'un logiciel GES 1 point qui est développé pour les labos de recherche. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous et quels sont vos commentaires par rapport à ce logiciel si vous le connaissez? Pour ma part, j'en ai entendu parler de Labo 1.5, mais je ne connais pas spécifiquement l'outil qu'ils utilisent. Je ne sais pas, Vincent, si tu le connais. Non, moi aussi, j'ai vu le site internet et j'ai consulté, j'ai regardé uniquement le site, mais j'imagine que ça se rapproche de la méthode bilan carbone avec des spécificités liées au labo et aux chercheurs, mais non, je ne maîtrise pas. Et peut-être une dernière question un peu philosophique. Donc là, le bilan carbone, on se focalise uniquement sur les émissions de CO2, méthane, etc., etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les entreprises, les ingénieurs et les étudiants qui se focalisent uniquement sur le prisme climatique en oubliant les autres aspects, type les aspects environnementaux, la biodiversité, les conditions de travail des sous-traitants, etc. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Vous l'avez vécu à une entreprise, vous, quel est votre regard par rapport à ça? Alors, c'est clair que l'approche bilan carbone, mais quel qu'il soit, enfin, même les autres référentiels dont on a parlé, ce sont des approches monocritères. Et d'ailleurs, Vincent évoquait le cas des ACV qui, elles, sont multicritères. Dans le bilan carbone, on est monocritère, un peu monomaniaque sur le sujet. Pour autant, il est clair que, notamment au moment de la réflexion sur les pistes d'action, il ne faut bien évidemment pas tomber dans le travers de dire tiens, si ça c'est bon pour le carbone, et par contre, à côté, je m'en fiche. Donc, j'aime bien prendre l'exemple qui est de dire voilà, moi je suis un industriel qui utilise des solvants pour je ne sais pas quoi, ces opérations, et puis à la fin, au lieu de les brûler parce que ça va faire du CO2, il les balance dans la rivière d'à côté. Pour le carbone, ça sera vachement bien, sauf que, voilà, donc, encore une fois, c'est juste caricatural, mais ça permet de situer que le message que l'on donne, c'est clairement oui, on est en approche monocritère et qui adresse un sujet très, très transversal et très central. Pour autant, dans la réflexion et l'analyse, il ne faut pas oublier que potentiellement, il peut y avoir d'autres impacts et répercussions à ne pas négliger. Et un autre exemple que je donne souvent dans les formations, c'est vous prenez le carton d'utilisage, vous utilisez du carton, vous achetez du carton, et vous avez la possibilité d'avoir un facteur d'émission carton recyclé ou carton neuf. Le facteur d'émission de carton recyclé émet plus d'émissions de gaz à effet de serre que le carton neuf. Parce que j'imagine que pour recycler du carton, il faut
déjà le récupérer, le broyer, le désinfecter, le remettre sous forme de pâte à papier, refaire du carton, etc. Et que ça génère plus d'émissions que du carton neuf. Est-ce pour autant intéressant d'utiliser du carton neuf à la place du carton recyclé? Pas évident, évidemment, souvent non. Donc voilà, c'est le critère climat et carbone n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. Tout à fait, merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs évidemment ce qu'on essaie d'aborder dans notre projet avec le groupe INSA, c'est de parler de toutes les compétences de l'ingénieur, d'avoir une vision holistique et systémique des choses, des enjeux, et pas du tout une vision uniquement ni technique, ni focalisée sur un enjeu, évidemment. Donc, merci pour ce commentaire et cet exemple très intéressant. Je vais remercier déjà François Kornmann et Vincent Co pour leurs interventions. Merci d'être venus aujourd'hui, ainsi qu'aussi aux participants pour toutes ces questions. Et d'ici là, je ne sais pas si on pourra faire une rediffusion, puisqu'il y a un petit souci d'enregistrement automatique au début de la réunion. Donc on verra Il va manquer un morceau. Ouais. Voilà, on verra ce qu'on peut en faire. Et en tout cas, voilà, si jamais c'est possible, rendez-vous sur la playlist du Shift Project d'ici quelques jours ou quelques semaines avec la présentation aussi PowerPoint. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.